Bonsoir à toutes et à tous. Le tour du monde de l'Afrique des libertés. Le tour du monde de l'Afrique des libertés commence. Je vous salue. Cameroun, Sénégal, Burkina Faso. Au menu de notre analyse politique ce soir, notre émission classique panoramique que je vous ai promise et qui en est à son numéro 3 de l'année 2023. Africaines, Africains, partout à travers le continent et les diasporas, amis européens, amis asiatiques, amis américains des luttes africaines pour la liberté, vous dans les îles et péninsules, soyez bénis. Mon ami Faso Ouattara ouvre le chemin et il chante Dunia. Afrique des libertés, bonsoir, soyez bénis en vos demeures. Notre émission Tour d'horizon de l'Afrique des libertés ce soir porte sur 3 pays. Mon pays natal, le Cameroun, le Sénégal, notre terre africaine, et le Burkina Faso, en relation avec la France, le pays à partir duquel je vous parle ce soir. Et c'est mon ami Faso Ouattara qui chante Dunia. Al-Sumbaga Kenengese, Kamaro Kemela Yorosa, Kachila Kabuli Katulum. Al-Zonche Kenengese, Kadu Kemela Yorosa, Kachila Kabuli Katulum. Je vous salue à travers toute l'Afrique. Mon ami Faso Ouattara ouvre le chemin en chantant Dunia, que vous pouvez retrouver sur YouTube sous le titre Les lundis du calife. Faso Ouattara, les lundis du calife. Ce beau son africain est trouvable sur YouTube et écoutez-le à volonté. C'est mon ami personnel. Oh dunia betende ay sabari ala kadani kambolo oh dunia betende ay sabari ala kadani kambolo dunia betende ay sabari asa kadani ga. Protégez, partagez massivement cette émission du dimanche soir. Nous sommes le 22 janvier 2023 sur la terre des hommes et nous avons des pains spirituels de la liberté à partager avec vous. Dans nos langues africaines que nous promouvons. Dunia betende, ay sabari, ala kadani kambolo, Dunia betende, ay sabari, masaka danike, zonche kenengese, kadu kemela yorosa, katila kabuli katulum, sumbaga kenengese, kadu kemela yorosa, katila kabuli katulum. Merci infiniment à toi, Faso Ouattara, mon ami personnel, qui ouvre le chemin dans une chanson à la fois spirituelle et dansante. Bon dimanche à travers l'Afrique et les diasporas. Merci à toi, Faso Ouattara. Africaines, Africains, amis européens, amis européennes, amis américains de l'Afrique des libertés, amis asiatiques ou dans les îles de la Guadeloupe, de la Martinique, de Haïti, de la Guyane. Et vous qui, de côté de l'océan Indien, êtes dans la Polynésie française, l'île de la Réunion, Madagascar, les Comores, Djibouti, je vous salue. Je vous salue, amis de plus en plus nombreux de nos émissions citoyennes. Ce soir, notre tour d'horizon de l'Afrique des libertés nous conduit dans 3 pays. Mon pays natal, le Cameroun,
notre terre africaine du Sénégal et enfin le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Sans plus tarder, je vais commencer par le premier sujet de cette conversation panoramique du soir, le Cameroun, mon pays natal. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres qui ne va plus debout et jaloux de sa liberté depuis très longtemps, un scandale, une abomination, un crime diabolique vient d'être perpétré contre un de nos jeunes compatriotes. Un journaliste de plus, un Camerounais de plus vient d'être cruellement assassiné après avoir été kidnappé devant un poste de gendarmerie de la capitale camerounaise, Yaoundé, chez moi. Et il s'appelle Martinez Zogo. Il a été enlevé, torturé, sauvagement mutilé et son corps vient aujourd'hui d'être découvert dans la banlieue de Yaoundé, profané, abandonné à la curiosité des chiens et des charognards. Dans mon pays natal, plusieurs âmes furent ainsi banalisées, torturées, tuées. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Des 16e au 19e siècle, les négriers perpétrèrent les pires crimes contre notre peuple africain. Du 19e au 20e siècle, les mêmes négriers reconvertis en colonialistes accomplirent les pires massacres contre notre peuple africain. Et depuis 1960, prétendant nous avoir accordé dans ce pays l'indépendance politique, mais en réalité avoir reconduit le colonialisme sous la forme de la domination militaire, de la domination monétaire économique, de la domination politique par des ressortissants camerounais qui ne voulaient pas la vraie indépendance du Cameroun. Et ils nous imposent depuis 1960 la pire dictature que l'on puisse imaginer, l'une des pires dictatures africaines, à la tête de laquelle, successivement, messieurs Amadou Babatoura Ahidjo et Paul Biya, tous associés au moins depuis 1961, sous l'inspiration, la direction, avec le soutien des colons français, tiennent mon peuple en esclavage. Les Camerounaises et les Camerounais qui sont au courant de l'assassinat crapuleux du journaliste Martinez Zogo doivent savoir que notre pays est une terre d'assassinats crapuleux depuis longtemps et que certains ont méprisé des assassinats crapuleux jusqu'à ce que cela commence à se rapprocher de leurs portes et de leurs familles. Oui, Camerounaises, Camerounais, qui s'inquiètent des près d'1 million de nos compatriotes, de nos aînés, qui furent massacrés entre 1955 et 1971 dans le cadre de la guerre d'indépendance, au motif qu'ils étaient membres ou sympathisants de l'Union des populations du Cameroun. N'y a-t-il pas parmi les près de 30 millions d'habitants du Cameroun aujourd'hui des gens qui se moquent encore de ceux qui se battirent pour obtenir une véritable indépendance, avec un Cameroun dirigé par des Camerounais choisis par le peuple camerounais et non par les colons français, un Cameroun avec sa propre monnaie et non la monnaie coloniale française du CFA, un Cameroun parlant ses propres langues, Cameroun Iporok de Lemche Djomere. Combien ne continuent pas aujourd'hui de se moquer de ceux-là qui moururent, volontairement ou involontairement, parce qu'ils
furent assimilés à des combattants de la liberté, à l'instar des plus célèbres d'entre eux. Le Podol Ruben Oumyobé, exécuté le 13 septembre 1958 à Boumiébel par l'armée française et ses supplétifs africains. Le président Dr Félix Roland Moumié, assassiné le 3 novembre 1960 à Genève par un espion des services secrets français, à l'époque la SDES, et l'espion s'appelait nommément William Bechtel, qui l'empoisonna au thallium en se faisant passer pour un journaliste. Oui, l'assassinat du premier docteur en sciences économiques de l'Afrique noire, Castor Osende Afana, en 1966, précisément autour du 15 mars, dans la forêt de Molundu, qui se plaint et qui a honte que dans notre pays natal, il n'y ait pas de monument pour Ernest Ouandié, président en dernière date historique de l'Union des populations du Cameroun, mouvement indépendantiste, commandant de l'armée de libération nationale du Cameroun, exécuté le 15 janvier 1971 à Bafoussam par Ahidjo et Biya, coalisés dans le même gouvernement depuis 1961 contre le peuple camerounais avec la bénédiction des colons français. Qui, parmi ceux qui pleurent aujourd'hui, notre fils, notre enfant, notre frère, notre compatriote, Martinez Zogo, n'a pas traité de maquisards et de vauriens ceux qui se battaient pour la vraie indépendance. Et n'a pas dit « Ayop, 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 ayop » pour le régime de Paul Biya, héritier des ennemis de l'indépendance du Cameroun. Le vrai problème qui se pose dans notre pays, c'est que notre conscience collective a été détruite. Notre conscience collective a été détruite par la violence, la barbarie coloniale. Elle a été détruite par le tribalisme d'État instauré par notre conscience collective camerounaise a été détruite par la corruption. Notre conscience collective a été détruite par le culte de l'immédiateté sensible, les plaisirs immédiats du corps, de la chair, incarnés par la bière, la prostitution et la luxure sous toutes leurs formes, dans laquelle s'est inscrit tout naturellement ce qu'on appelle parfois abusivement notre sport roi, le football, dans lequel les pires malversations cohabitent avec les pires euphories. Notre pays a été détruit par, la haine du bien commun et la proclamation du chacun pour soi, Dieu le pousse. Individualisme sorcier qui fait qu'aujourd'hui, dans la ville de Yaoundé, où le corps de notre enfant a été ramassé après avoir été mutilé, ensauvagé, violé, il n'y a même pas l'ombre d'une manifestation populaire de tous les quartiers de la capitale pour dire « ça suffit ». Vous avez fait ça pour Martin-Paul Samba et Dandembita, Douala Mangabel. Vous avez fait ça à Achala Tangana, à Njoya Bamoun. Vous avez fait ça à Oumniobe, Osende, Moumie, Wandie et 1 million de nôtres. Vous avez fait ça. Vous avez massacré Mpondo parce qu'il dénonçait le pillage du pétrole dans les années 80. Vous avez fait ça aux exécutés sommaires de Mbalmayo, nos frères du Nord. Vous avez fait ça dans les années 90 à ceux qui revendiquaient un système démocratique propre. Vous avez fait ça sous couvert de commandement opérationnel. Vous avez massacré nos frères et sœurs dans le Nord Cameroun. Vous avez fait ça sous couvert de défendre l'unité de l'État. Vous avez massacré des dizaines de milliers de nôtres in the anglophone Cameroun. Vous avez fait ça alors que les Camerounais protestaient en 2008 dans les rues uniquement pour le prix, des produits de première nécessité. Vous les avez tués entre 150 et 200, reconnaissant en avoir massacré 38 sans juger personne. Vous avez fait ça contre de nombreux prêtres camerounais. Vous avez tué l'abbé Ngongo Otu. Vous avez tué l'abbé, le père Angèle Mveng. Vous avez tué les religieuses de Djoum. Vous avez assassiné
le père français Monseigneur Plumet Ngaoundéré, vous avez tué depuis longtemps. Et en dernière date, entre autres, vous avez tué Samuel Ouazizi, selon les mêmes méthodes que celles qu'on voit maintenant présider à la disparition de notre enfant, de notre fils, de notre frère, de notre concitoyen. Martinez Zogo. Si nous, Camerounaises et Camerounais, dans le pays et dans les diasporas, possédions une conscience collective, aujourd'hui même, et à toutes les occasions précédentes que j'ai citées, nous serions sortis comme un seul homme pour mettre fin au régime de l'inhumain, au régime du mépris de la vie. Mais, prisonniers de la mentalité coloniale, prisonniers de la mentalité tribalo-centrée, prisonniers du jouissisme du présent, prisonniers de l'individualisme frelaté tropical, prisonniers du mépris de soi-même, du stupre et de la fornication, nous sommes condamnés à regarder la mort prendre le pouvoir sur nos vies au Cameroun, quartier par quartier, ethnie par ethnie, région par région, génération par génération, âge par âge. Une espèce de malédiction rampe sur le pays et se retourne contre tous ses enfants. Voilà le problème du Cameroun. Celui d'un peuple auquel on a enlevé la conscience du bien commun, d'un peuple auquel on a arraché l'idée que pour que ça aille pour moi, il faut que ça aille pour nous. On nous a arraché l'intuition de l'Ubuntu, l'intuition de la Mat, l'intuition du Bess, l'intuition du Mahol, l'intuition de l'ensemble, du vivre ensemble. Martinez Zogo, qui a été donc atrocement tué au Cameroun, exactement comme l'a été Samuel Ouazizi, selon les mêmes méthodes, sans la moindre punition de qui que ce soit, Martinez Zogo a été tué parce qu'il dénonçait le pillage des richesses nationales par l'un des clans du pouvoir. Et il est à prévoir que Martinez Zogo lui-même était proche d'un autre clan du pouvoir. Je recommence. Zogo Martinez, notre enfant, mutilé, torturé, tué atrocement, tué d'une manière qui nous fait honte. Honte d'être Camerounais. Honte. Honte d'être humain. Zogo Martinez était à Yaoundé. Et Yaoundé, là-bas, depuis qu'on sait que Paul Biya est physiquement et psychologiquement incapable d'exercer sérieusement les fonctions de président de la République, une bataille successorale a éclaté. Une terrible bataille successorale a éclaté. Zogo est une victime de cette bataille successorale. Les différents clans du régime RDPC, et notamment les clans issus des groupes ethniques du centre et du sud Cameroun, ne sont pas d'accord sur la formule successorale de l'après-Biya. Si tous attendent plus ou moins patiemment que Paul Biya achève de mourir, car en réalité Paul Biya a commencé à mourir, dès lors même que lui-même a signé un décret pour déléguer l'essentiel de ses prérogatives présidentielles à son secrétaire général de la présidence. En attendant que Paul Biya meure de sa mort, que la mort de Paul Biya soit définitivement morte, ils sont en train de fourbir leurs armes, les héritiers prétendument ethniques et régionaux de Biya. Il y a deux clans qui émergent. Le clan de l'héritage en voie héréditaire. Je les appellerai les héréditaristes. Il est incarné par les partisans d'un héritage de la présidence de la République entre les mains de M. Franck-Emmanuel Biya, à la manière du Gabon des Bongo, de la Guinée équatoriale des Obiangema, du Togo des Eyadema, et puis, ou du Tchad des Déby. De l'autre côté, à l'intérieur du centre-sud, et notamment dans l'oligarchie politique du RDPC, issue du centre-sud, il y a un autre bloc. Les anti-Franck Biya, les anti-héréditaristes. Ceux-là, on va les appeler les cooptationnistes.
Le bloc cooptationniste, pour une fois, revendique la même cause que l'écrasante majorité du peuple camerounais. Pas de succession héréditaire à la tête de l'État. Mais il insiste pour qu'il y ait une succession clano-ethnique en faveur de celui qui serait pressenti comme pouvant garantir les intérêts de la kleptocratie installée par Paul Biya au fil des ans en 40 années de pouvoir à la tête du Cameroun. Entre le clan des héréditaristes, Franck Biyaïstes, et le clan des cooptationnistes anti-Franck Biyaïstes, la guerre fait rage. Si vous procédez à une lecture des décrets présidentiels, à une lecture des arrêtés ministériels, à une lecture des décisions stratégiques et même tactiques du régime Biya, vous retrouverez systématiquement cette antinomie, une opposition entre ces deux clans. Si vous lisez même les démarches géopolitiques du régime de Paul Biya, vous allez retrouver les deux clans en train de s'affronter. De telle façon qu'au Cameroun, il y a au moins 4 forces qui se préparent à s'affronter. D'abord, les deux clans ethniques centre-sud du pouvoir Biya, le clan héréditariste et le clan cooptationniste. Ensuite, les oligarques du régime Biya issus du Grand Nord. Les oligarques du régime Biya issus du Grand Nord. Vous comptez les revendications anglophones et l'aile radicale du mouvement sécessionniste ambazonien. Et enfin, vous ajoutez le mouvement démocratique national, dont la figure la plus importante demeure, malgré toutes les dénégations, le président du mouvement de la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Le Cameroun est en proie à ses forces et l'action conjuguée de toutes ces forces pourrait produire l'implosion totale du Cameroun. Les forces démocratiques qui demandent la mise en place d'institutions transparentes, d'institutions équitables, c'est la revendication majoritaire incarnée par le président Maurice Kamto. Les forces du clan des héréditaristes qui demandent la transmission du pouvoir d'une Koukouma à son enfant. Et voilà pourquoi Franck Biya est allé se faire adouber symboliquement, non seulement par le président français Emmanuel Macron, mais par le traditionnel labido de Rey Bouba, qui est un allié du pouvoir Biya depuis sa première accession au pouvoir. Et le clan cooptationniste qui dit « nous avons accumulé des milliards, nous nous sommes constitués des richesses à l'intérieur de l'État et alors par conséquent, nous avons nous aussi le droit, selon la stratégie ancienne de ce qu'on a appelé le G11, dans les années 2010-2011, de prendre le pouvoir. Les sécessionnistes anglophones qui veulent profiter de cette fragilité du pays pour proclamer leur république et vivre leur vie à part, gérant ainsi notamment le pétrole du sud-ouest, qui est, vous le savez bien, une denrée stratégique importante, et le mouvement démocratique national émietté entre les opposants, entendez les opposants qui mangent à la soupe des deux clans héréditaristes et cooptationnistes, et les opposants, ceux qui sans cesse proposent un Cameroun pour tous, un Cameroun nouveau, un Cameroun autre, un Cameroun où la différence ethnique ne sera plus un drame, mais où le bien commun présidera à la mise en place des institutions. Qui a tué notre fils, notre enfant? Qui a tué notre frère? Qui a tué notre journaliste? Martinez Zogo au Cameroun. Le tueur se trouve entre les deux clans du centre-sud qui gouvernent de facto le Cameroun à Yaoundé. Ceux qui prétendent être ceux par qui le Cameroun respire. Entre les deux clans, le clan des héréditaristes, c'est-à-dire de Franck Biya, et le clan des cooptationnistes, c'est-à-dire ceux qui prétendent que le pouvoir doit rester symboliquement au centre-sud, mais pas par Franck Biya, le meurtrier, les meurtriers, de Martinez Zogo s'y trouvent. De manière objective, si le Cameroun était un état de droit, dès aujourd'hui, on devrait commencer par arrêter rapidement, pour présomption, pour doute, à propos de sa culpabilité possible, on devrait commencer par arrêter monsieur, Amougou Bellinga. Monsieur Amougou Bellinga
est un milliardaire administratif. La notion de milliardaire administratif a été élaborée par nos soins pour désigner ces Camerounais subitement devenus milliardaires pendant que des trous apparaissaient dans les comptes publics camerounais. Paul Biya, incapable de réaliser l'industrialisation du Cameroun, a choisi de fabriquer une bourgeoisie économique artificielle à partir de la prédation des fonds publics et du financement d'entreprises en véritable feu de paille qui ne sont rien d'autre que des machines à dévorer l'argent public en association clanique. Des machines de haute sorcellerie sur la finance publique. Monsieur Amougou Belinga n'a jamais été un créateur de richesse dans ce pays tant qu'il n'avait pas commencé à bénéficier des largesses ubuesques du régime de M. Biya pour générer des médias à la solde du régime, créer des sociétés, générer une influence et essayer de contrer en réalité la bourgeoisie nationale, commerciale et industrielle véritablement laborieuse. Mon pays natal, le Cameroun, a connu dans les années 50, 60, la naissance d'une première bourgeoisie commerciale et industrielle, avec des gens comme Paul Sopo Priso, avec les Soheng, avec les Fotso. Une bourgeoisie dont on voyait très bien qu'elle avec les Kaji de Fotso, une bourgeoisie dont on voyait très bien qu'elle produisait des richesses et que c'est avec ces richesses-là qu'elle augmentait sa puissance. Puis sous Paul Biya est apparue une nouvelle bourgeoisie, celle que j'appelle donc la bourgeoisie comprador, la bourgeoisie administrative, et que j'ai analysée dans ce livre, Critique de la tragédie camerounaise. Cette bourgeoisie administrative, son principe est très simple. Le régime Biya pille les caisses publiques, leur donne de l'argent pour faire des affaires, et la plupart du temps, ces affaires ne marchent pas. On bouffe non seulement le capital, mais on bouffe aussi les intérêts. Ce sont des entreprises en faillite permanente, en faillite circulaire et cyclique, que ces individus ont été chargés de créer, qui ne sont rien d'autre que des machines pour entretenir la clientèle ethnopolitique et essayer de contrecarrer la véritable bourgeoisie économique du pays, qui est une bourgeoisie laborieuse, une bourgeoisie commerciale, une bourgeoisie financière, une bourgeoisie industrielle. Mieux, Ahidjo et Biya sont allés plus loin. Ils ont braqué toute la bourgeoisie commerciale, toute la bourgeoisie industrielle, toute la bourgeoisie financière du Cameroun, de telle façon que vous ne pouvez pas faire des affaires à un certain niveau au Cameroun sans adhérer au RDPC. Vous ne pouvez pas faire des affaires à un certain niveau au Cameroun sans payer votre dîme au RDPC. De telle façon que mon pays, le Cameroun, offre ce visage curieux d'un pays où l'essentiel des fortunes industrielles, dans le domaine de la brasserie, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'import-export, sont membres du comité central du RDPC. Et être membre du comité central du RDPC, c'est la condition pour avoir le droit de faire des affaires. C'est donc devenu une espèce de parti unique. Mais à l'intérieur de ce parti unique, il y a des milliardaires administratifs, comme le fameux Amougou Belinga, le tristement fameux, qu'on appelle, d'un nom absolument effrayant, le Zomloa. Notre fils qui vient d'être assassiné avait mené une série d'émissions pour critiquer l'enrichissement illicite mafieux sur les fonds administratifs de M. Amougou Belinga. C'est à la suite de ces publications qu'il a été enlevé devant une gendarmerie à Yaoundé, puis massacré. Et devant la revendication, ne serait-ce que du corps de la victime, il a été jeté en pâture aux chiens et aux charognards, eh bien, dans la banlieue de Yaoundé. Si le Cameroun avait l'ombre du début d'un état de droit, on commencerait par se saisir de M. Amougou Belinga, le mettre à la disposition de la justice, et on étudierait tous les réseaux qui ont permis cet assassinat. Si Martinez Zogo s'était mêlé à une affaire de tentative de coup d'État, on l'aurait retrouvé depuis pratiquement une semaine qu'on le cherche. Le régime Biya l'aurait retrouvé. Mais c'est parce que Martinez Zogo s'est retrouvé détesté par une partie de l'appareil d'État. Que la paralysie interne de l'appareil d'État étant liée au fait qu'on sait qu'il a été enlevé par des membres de l'appareil d'État, c'est cela qui explique que la gendarmerie, les services secrets,
les renseignements généraux du Cameroun ne se soient pas donné du mal à le chercher. Car les criminels se trouvent à l'intérieur des mêmes forces. Les assassins sont dans l'État. Ce sont des gens qui sont considérés comme des gens de pouvoir. Ce sont des gens qui sont considérés comme des intouchables parce qu'ils appartiennent à l'une des ailes dures de la bataille successorale. Je le dis et je le répète. Ceci ne va jamais cesser tant qu'au Cameroun, le pouvoir sera représenté comme une affaire qui se transmet de père en fils, comme une affaire qui se transmet d'ethnie en ethnie, comme une affaire qui se transmet sans la consultation consensuelle, transparente, exemplaire et irréprochable du souverain, le peuple, et sans le respect des principes traditionnels de vérité, de justice et de solidarité qui fondent la société africaine. Martinez Zogo est victime de nous tous. Il est victime de la destruction du nous au Cameroun. Martinez Zogo, seul dans le lit de la mort, brutalisé en plein Yaoundé, enlevé devant une gendarmerie, c'est chaque Camerounaise et chaque Camerounais. Tous ceux qui vivent au Cameroun savent que ce qui est arrivé à Martinez Zogo peut leur arriver, qui qu'il soit. Et c'est cela le problème qui se pose dans ce pays. Tout le monde sait qu'on peut le tuer, comme on a tué Martinez Zogo. Mais chacun pense que globalement, ça ne va arriver qu'aux autres. Et le danger qui court après mon pays natal, le Cameroun, est dans l'erreur de ce jugement. Le régime de Biya est organisé tel que des gens de ce régime peuvent tuer à tout moment n'importe qui d'entre nous. Mais ce n'est pas grave. Je crois que mon tour n'est pas encore arrivé. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. D'où je conclus le premier thème de ce tour du monde. Si nous ne nous mobilisons pas au Cameroun pour éviter une succession héréditariste, une succession cooptationniste, si nous ne nous mobilisons pas pour éviter la saignée du pays et la continuité de la guerre fratricide au Cameroun anglophone, si nous ne nous mobilisons pas pour éviter le principe de la revanche des ethnies ou du tour des ethnies au pouvoir, si nous ne nous dépassons pas collectivement pour penser le bien commun camerounais au-delà de la diversité ethnique et considérer cette diversité comme une richesse, non pas comme une source de conflit, nous sommes condamnés à connaître des choses de plus en plus graves comme celles dans lesquelles nous sommes plongés aujourd'hui. J'adresse mes condoléances les plus attristées à la famille de Martinez Zogo, à son épouse, à ses enfants s'il en avait. Je les adresse à la famille des journalistes camerounais, un métier à très haut risque dans mon pays natal. J'adresse ces condoléances à tous les serviteurs de la liberté d'opinion, de presse, qui à travers le continent sont traqués et persécutés dans les mêmes conditions. Je dis que l'espoir est permis si nous avons diagnostiqué correctement la situation au Cameroun. Les coupables de l'assassinat de Martinez Zogo sont à l'intérieur du pouvoir Biya. Ils appartiennent soit à l'aile héréditariste, soit à l'aile des cooptationnistes. Lorsque la justice vivra au Cameroun, il sera, je le crois, aisé de remonter toute la filière du crime. Pour le moment, la piste la plus probable, je ne dis pas la plus sûre, c'est M. Amougou Belinga. Dans un Cameroun normal, M. Amougou Belinga doit être arrêté et il doit être interrogé. Et il doit y avoir une enquête centrée autour de lui. Car objectivement, c'est à lui que profite le crime. Mais comme nous n'avons pas de justice, Martinez Zogo sera enterré et chacun va penser que le malheur est passé loin et va attendre que le malheur vienne frapper à sa porte. Un dernier message à mes frères camerounais du centre et du sud. Comme ils s'appellent entre eux et comme parfois nous nous appelons, quand nous savons parler leur langue, Agnirle. Vous, mes Agnirle, du centre et du sud, il est temps de vous débarrasser de l'illusion que votre chance, c'est d'être des Betty Boulou. S'il vous plaît, sortez de cette illusion. Allons ensemble vers la chance d'être des Africains, des Camerounais et d'être des humains. Faites ce travail mental. Vous qui n'êtes pas des Betty Boulou, rassurez nos frères Betty Boulou que le Cameroun que nous voulons n'est pas un Cameroun où qui que ce soit va se venger d'eux, au motif que ce sont des gens de leur ethnie qui étaient au pouvoir. Créons une ambiance de confiance
pour mettre en place un Cameroun agréable pour nous, pour nos enfants, mais également pour nos ancêtres et notamment pour nos morts sans sépulture. Voilà le message que je voulais transmettre aujourd'hui. Paix à l'âme, eh bien, de notre fils. Paix à l'âme de notre enfant, de notre frère, de notre journaliste. Un de plus dans la cohorte des martyrs, comme le dirait mon ami Yves Beng. Nous allons passer à notre deuxième sujet, le Sénégal. Vous êtes 1700 personnes ici sur Facebook. J'espère que vous avez fait 1700 partages. Et merci à ceux d'entre vous qui nous donnent des étoiles. Vous êtes 2248 personnes sur YouTube. Est-ce que vous avez appuyé 2248 fois sous le pouce levé? Sur le pouce levé sous la vidéo? Est-ce que vous avez partagé? Kadou Kemela Yorosa, Katla Kabuli Katulu. Sénégal, Sénégal, terre africaine du Sénégal, Nangadef et Dioredieuf. À chacune et à chacun des Sénégalaises et des Sénégalais, je voudrais ce soir toucher un mot de la tragédie qui est en train de se dessiner à l'horizon du Sénégal. À l'horizon du Sénégal, un nuage sombre, un nuage couleur de sang, couleur de deuil, est en train de se former. Sur le ciel du Sénégal, les larmes de nos enfants, de nos femmes, de nos frères ont commencé à couler depuis plusieurs années. Autour du Sénégal, une atmosphère étouffante a commencé à régner. Nous sommes à l'époque d'un Sénégal plus que jamais irrespirable. Une espèce de signe indien, peut-être même de signe malédictif, semble s'abattre sur ce pays et le conduire de manière inexorable, de manière inarrêtable vers les abîmes, vers la catastrophe. Le malheur collectif est en train de biper notre belle terre africaine du Sénégal. Mais quel est ce malheur? Il faut rappeler que les êtres humains ne sont humains que parce qu'ils vivent sous le règne de lois qu'ils se sont données et qu'ils s'efforcent de respecter. L'humanité commence lorsqu'il existe des êtres vivants doués de conscience qui se donnent des règles qu'ils s'efforcent de respecter. Lorsqu'il n'y a plus de règles, l'humanité est perdue, l'animalité reprend le pouvoir. Qu'est-ce qui menace notre belle terre africaine du Sénégal? C'est le mépris des lois, le refus de la civilisation et le retour à ce que Cheikh Anta Diop appelait la barbarie. Lorsque les hommes se donnent des lois, ces lois sont une promesse. Ces lois créent un lien. Ces lois créent des relations d'honneur. Elles créent des relations de serment, des relations sacrées entre les humains. De telle façon que chaque humain peut faire confiance à l'autre puisqu'il sait que chacun s'efforcera de respecter ce que l'on s'est dit. Voilà pourquoi les lois sont des interdits. Et je vous fais remarquer que le mot interdit est composé de deux mots. Inter-dit. Inter qui veut dire entre, dit qui veut dire ce qui a été proféré. Les lois sont des interdits, des dits entre nous. Donc quand quelqu'un ne respecte pas les lois et ne respecte pas les interdits, il entre dans la profanation, dans la transgression, dans la désacralisation, dans le viol. Et il ramène la société à l'état de nature, alors qu'elle s'était hissée par des lois qu'elle s'est données, eh bien, à l'état de la civilisation, à l'état de la liberté. Sénégal, Sénégal, grande et belle terre africaine, terre de beaux spécimens d'Africains, terre de belles femmes africaines. Sénégal, terre de belle musique, terre de lutteurs au corps puissant. Sénégal, terre de lettrés brillants, terre de brillants savants. Sénégal,
Sénégal, pays des Mourides, une confession religieuse absolument remarquable, pratiquant un islam du travail. Sénégal, Sénégal, terre, eh bien, des djambars. Sénégal, terre des gaïndés, terre, eh bien, de quelques-uns des plus grands sportifs, artistes, créateurs d'art que l'Afrique puisse porter. Ce qui te menace, Sénégal, c'est le mépris des lois. Ce qui te menace, Sénégal, c'est l'esprit animal qui s'est mis à gouverner, eh bien, le sommet de ton État et à se répandre dans les interstices de ta société. Qui incarne cet esprit animal? Qui incarne cette régression sénégalaise? Qui incarne ce retour des pulsions, des passions, des instincts grossiers? Qui incarne cette animalité de nouveau émergente et triomphante au Sénégal? Il s'appelle Macky Sall. Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall, qui se présente comme le visage du danger au Sénégal. Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall qui se présente comme le visage de l'ennemi de la paix, de la justice, de la solidarité, de la vérité, de la tranquillité du peuple sénégalais. Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall qui se présente comme la plus grande déception politique que le peuple sénégalais ait finalement connue après la période du duel Senghor-Mamadou Dia. Macky Sall. Macky Sall, Macky Sall, que les Africains ont appelé le mendiant de blé. Quand président de l'Union africaine, il a humilié tout le continent en allant mener une initiative saugrenue en Russie et en donnant le sentiment de ne s'appartenir à lui-même qu'à de rares moments et à être en réalité un pantin, un jouet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental dont il s'est d'ailleurs manifesté comme le meilleur porte-chaise, le meilleur garçon de salle, en référence à une scène américaine dans laquelle on l'a vu jouer les porteurs de chaises pour Biden au nom d'une soi-disant sagesse de l'aînesse africaine dont Biden lui-même n'accure. Puisque quand Macky Sall cherchait à arranger sa chaise, Biden ne lui a même pas dit merci. Macky Sall était arrivé dans la classe politique sénégalaise en s'opposant notamment à la magistrature du président Abdoulaye Wade et en s'annonçant comme un opposant politique qui respecterait la parole d'honneur, qui respecterait les lois, mieux, qui respecterait l'esprit des lois. Macky Sall a fait devant le peuple sénégalais des déclarations d'une clarté indiscutable. Il a reconnu qu'il était hors de question qu'il envisage un troisième mandat. Il l'a dit de manière explicite qu'il ne le ferait pas. Mais Macky Sall, contemplant Paul Biya du Cameroun, président à vie depuis plus de 40 ans, contemplant Obiangema Mbazo Gondong de Guinée équatoriale depuis 1979, à la tête de l'État équato-guinéen, contemplant, eh bien, la dynastie des Sassou au Congo, la dynastie des Bongo au Gabon, contemplant la dynastie des Déby au Tchad, des Zeyadema Nyasingbe au Togo, Macky Sall s'est mis à rêver de ressembler à Ouattara Draman. Macky Sall s'est mis à rêver de ressembler aux émirs et aux monarques du Golfe qui, eux, sont présidents à vie de leur pays et à qui jamais l'Occident ne donne des leçons de démocratie. Macky Sall a attrapé la pouvoirite, l'obsession, le goût effréné et aveugle du pouvoir. Macky Sall n'est plus capable de se rêver comme ancien président. Il se sent président quand il dort, président quand il se lave, président quand il fait ses besoins, président quand il fait du sport. Il se sent président quand il se gratte. Macky Sall se mouche présidentiellement. Macky Sall fait des clins d'œil présidentiels. Macky Sall a une démarche présidentielle. Macky Sall a un sourire présidentiel. Il a des chapeaux présidentiels. Macky Sall, dans tout ce qu'il fait, est président. Il lui est impossible de s'imaginer autrement que président. Il a attrapé la présidentialité. Macky Sall est devenu obsédé et bien du pouvoir. Alors, il a commencé à détricoter sa parole, à détruire le règne des lois, à restaurer le pouvoir de la barbarie des passions et des pulsions. Macky Sall tire le Sénégal vers le bas.
Parce que lui-même est un homme désormais guidé par le bas. Il est guidé par l'instinct, la pulsion, la passion. Il est guidé par un moi exacerbé par les lustres du pouvoir. Macky Sall est tombé amoureux du veau d'or. Et il croit que le but de la vie d'un homme, c'est d'être tout le temps président. Ayant atteint donc ce sommet culminant, ce Kilimandjaro existentiel, il n'a point prévu d'en descendre. Alors, il a lancé dans l'arène au Sénégal, il a lancé sur les chaînes de télévision, il a lancé dans les réseaux sociaux une ribambelle d'individus chargés de justifier sa volte-face. Il s'est mis à instrumentaliser la justice sénégalaise pour éliminer tous les candidats potentiels à la future élection présidentielle capables de le battre. Alors qu'il a échoué à donner à la jeunesse sénégalaise du travail à volonté, alors qu'il a échoué à assurer à ce pays une espérance sérieuse, alors qu'il a échoué à moderniser authentiquement le Sénégal, alors qu'il est incapable de libérer le Sénégal du néocolonialisme français, se traduisant par la domination militaire, monétaire, culturelle, Macky Sall a envie de continuer ce qu'il fait si mal. Chaque fois qu'il a été président d'une institution régionale ou continentale, c'était au détriment des intérêts des peuples africains. Chaque fois qu'il a été amené à trancher dans des conflits d'intérêt général, Macky Sall a tranché pour les colons et les impérialistes et contre les peuples africains. Au point qu'il fait partie, dans l'opinion africaine, des ennemis de l'Afrique. Macky Sall a décidé en particulier de concevoir contre Ousmane Sonko, leader montant du Sénégal, notre frère bien-aimé, une véritable stratégie de traquenard de Sioux en plein midi. Oui, observant les habitudes de vie de notre frère bien-aimé, il a repéré des lieux dans lesquels il se faisait rendre des services thérapeutiques et s'est efforcé de retourner dans ces lieux, eh bien, des individus chargés de traiter le leader de l'opposition sénégalaise et du mouvement PASTEF, de le traiter de criminel sexuel. Afin que ceux-ci servant à cela, un juge, ou plutôt un juge haïon de Dakar, vienne à prononcer une peine qui éloigne à tout jamais de la présidentielle 2024 notre frère bien-aimé, Ousmane Sonko. Plusieurs fois, Macky Sall a essayé de mettre la main sur notre frère. Plusieurs fois, Macky Sall a essayé de réduire Ousmane Sonko au cachot. Le peuple sénégalais, tel un véritable gaïndé, a réagi en lui disant à Macky Sall, Ri gaïndé Pouptoubé. Ce n'est pas parce que tu as vu le lion que tu peux l'avoir. Ce n'est pas donné au premier venu de tuer le lion. Le lion, c'est le peuple sénégalais. Et quand le peuple sénégalais pose son regard sur un de ses fils ou sur une de ses filles, il devient la prunelle de ses yeux. Si Ousmane Sonko est en relative liberté aujourd'hui au Sénégal, il le doit à la vigilance et à la mobilisation du peuple du Sénégal. Sans le peuple du Sénégal, avec un peuple sénégalais qui serait, ne serait-ce que aussi amorphe que l'est celui de mon pays natal, Ousmane Sonko serait aujourd'hui en prison, peut-être même avec une peine à perpétuité. Maintenant, voyant la popularité d'Ousmane Sonko établie, sa notoriété irréversible, voyant le peuple sénégalais vibrer en voyant en Ousmane Sonko son futur président de la République, voyant en Diaz, eh bien, un futur hiérarque du pays, en voyant dans tous les compagnons de PASTEF, eh bien, des gens qui sont capables d'assumer un Sénégal nouveau, un Sénégal décolonisé, un Sénégal véritablement africain, innovant, proactif, un Sénégal hyper moderne, un Sénégal enraciné, un Sénégal amoureux de nos valeurs de civilisation, Macky Sall a décidé de mettre en place la solution finale. Il envisage d'utiliser un juge de Dakar pour réactiver des poursuites ayant pour but d'invalider in fine la candidature légale et légitime de notre frère bien-aimé à la future élection. Je voudrais dire ce que j'en pense. Le seul maître, le seul arbitre de cette affaire, c'est le peuple du Sénégal. Tout juge sénégalais qui ne dit pas la justice doit s'attendre à avoir affaire au maître absolu de l'histoire du Sénégal, en qui nous, Afrique des libertés, avons confiance, le peuple sénégalais.
Ma deuxième observation porte sur le débat juridico-constitutionnel. J'ai écouté de nombreux spécialistes sénégalais de tous les bords. J'ai compris ceci, que le code électoral n'empêche personne, n'empêcherait pas M. Macky Sall d'être candidat. Car il n'est pas mentionné de conditionnalité en termes de nombre de mandats pour être candidat. Il s'en suivrait en plus qu'avec les changements constitutionnels qui ont eu lieu, M. Macky Sall pourrait bénéficier d'une décision positive du Conseil constitutionnel pour être candidat à la future élection présidentielle. Mais j'ai appris en écoutant les Sénégalais que s'il était candidat, la pire des choses qui puissent arriver au Sénégal, ce serait qu'il soit proclamé élu. Parce qu'à ce moment-là, on aurait un candidat qui serait amené à faire un troisième mandat qui n'est pas prévu par la Constitution. Les plus fins, les plus subtils juristes sénégalais dont j'ai écouté les conférences disent que si le code électoral laisse le boulevard à Macky Sall pour être candidat, eh bien la situation qui sera inconstitutionnelle et dangereuse pour le Sénégal, c'est une situation où, ayant été candidat, il gagne l'élection et à ce moment-là, il se met à devoir exercer un troisième mandat alors même que la Constitution interdit les troisièmes mandats. Donc, le peuple sénégalais ne peut, dans l'éventualité d'une candidature de Macky Sall, l'accepter que s'il a la certitude de le battre dans les urnes. Si le peuple sénégalais n'a plus la certitude de battre Macky Sall dans les urnes, parce que Macky Sall contrôlerait un peu trop facilement les commissions électorales, contrôlerait un peu trop facilement le Conseil constitutionnel, et pourrait proclamer, comme Ouattara, les élections à sa guise, comme Biya, les élections à sa guise, comme Bongo, les élections à sa guise, comme les Déby, les élections à sa guise, comme Eyadema, les élections à sa guise, comme Obiangema, les élections à sa guise, comme Sassou, les élections à sa guise. Si le peuple sénégalais sait que Macky Sall est capable désormais de faire truquer le vote de l'élection présidentielle et de se faire proclamer président contre la volonté réelle du peuple sénégalais, le peuple sénégalais doit l'arrêter avant même qu'il ne soit véritablement candidat. Avant même que l'élection ne commence. Mais si le peuple sénégalais, lui et lui seul, et c'est à lui que je reviens, est convaincu que même si Macky Sall, violant sa propre parole, veut exploiter les failles de la Constitution et du Code électoral pour être candidat, si le peuple sénégalais sait qu'il le battra, qu'il le fera battre, eh bien dans ce cas-là, j'en appelle au peuple sénégalais pour amener Macky Sall sur l'abattoir électoral. Puisque son intention est d'affronter le peuple sénégalais dans les urnes, il est important, et je pense que Ousmane Sonko l'a compris, de commencer à mobiliser le peuple sénégalais pour chasser Macky Sall du palais par la voie des urnes. Le peuple sénégalais, lui et lui tout seul, a les deux clés en main. Si Macky Sall, désormais, a un contrôle énorme sur les institutions, lui permettant de proclamer des résultats truqués, il faut l'arrêter avant. S'il n'a pas ce contrôle, peuple sénégalais, tu as encore la main. Ton bulletin de vote sera une sanction inoubliable pour cet homme. Tu le battras dans les urnes et le Sénégal sera libéré de lui et des nuisances qu'il avait commencé à y installer. Voici plusieurs semaines que j'observe la tragédie sénégalaise en cours. Je ne me suis pas exprimé parce que je voulais essayer de comprendre davantage la complexité de la situation. Et à partir de ma posture d'observateur, voilà ce que je voulais vous dire. Je suis fier du peuple sénégalais. Je sais que le peuple sénégalais saura se mobiliser de manière décisive sur la première ou la deuxième option. Première option, on sait que Macky Sall est capable de truquer les élections, qu'il a suffisamment corrompu le système judiciaire, le système électoral, pour se faire proclamer président alors qu'on n'a pas voté pour lui. Et dans ce cas, il faut l'empêcher. C'est l'opération Ibeka. Deuxième cas, Macky Sall n'a pas une telle maîtrise sur les institutions. Il ne peut pas empêcher la voix, la vérité réelle des urnes de s'exprimer. Peuple sénégalais, il faut faire là économie de tes énergies, de ton sang et de ta sueur. Il faut le battre dans les urnes et le sortir de l'histoire du Sénégal. Tout ceci dépend du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais possède dans ses mains les deux jokers contre Macky Sall. Un joker anticipé et un joker post-posé. Anticipé, ça c'est avant les élections. Post-posé, c'est après les élections. C'est à vous de décider. C'est à vous, peuple sénégalais, avec votre élite montante, avec votre élite résistante, de décider. Si vous avez décidé qu'il faut le débarquer avant, vous vous mobilisez, car en fait, la Constitution et toutes les constitutions reconnaissent que le souverain, c'est le peuple.
Vous avez le droit de vous mobiliser pour dire, nous n'avons pas confiance en ce type, nous ne voulons même pas qu'il soit candidat. Deuxième cas, vous êtes sûr de le battre dans les urnes, mais vous l'amenez dans les urnes et vous le battez. Cela appartient au choix souverain du peuple sénégalais. Je ne peux pas décider pour les Sénégalais et les Sénégalaises. Je ne peux que analyser. Je ne peux qu'entrevoir. Je ne peux que suggérer. Je ne peux pas décider. Je ne dois pas décider. Par respect pour chacune et chacun de ceux qui détiennent le pouvoir, eh bien, du vote et la liberté de choisir. Mais c'est ma manière à moi de contribuer à l'éveil du peuple sénégalais, de contribuer à la vigilance du peuple sénégalais, de soutenir mon frère bien-aimé, compagnon de génération, Ousmane Sonko, véritable djambar, lion du Sénégal, Gaïndé authentique de ce peuple, promesse d'une rupture géostratégique et géopolitique décisive dans l'histoire du Sénégal, telle qu'on aurait pu en avoir seulement si Mamadou Dia avait emporté son duel avec Senghor dans les années 60. Car le Sénégal a failli entrer dans la rupture géopolitique et géostratégique lorsqu'il y avait eu le duel des doyens Senghor et Dia. Eh bien, 2024, c'est la possibilité d'un grand Sénégal africain. D'un Sénégal qui marche sur les traces du Mali. D'un Sénégal qui marche sur les traces du Burkina Faso. D'un Sénégal qui marche sur les traces des glorieux ancêtres angélisés de l'Afrique. Un Sénégal qui marche vers la construction de la véritable indépendance africaine. Béni soit le peuple sénégalais. Cher Dieu, à chaque Sénégalaise, à chaque Sénégalais, et que la sagesse vous éclaire. Et il nous reste à aborder le dernier sujet de cette soirée d'analyse politique. Vous êtes pratiquement 5000 personnes en direct de cette émission. Un peu plus de 4000 exactement, près de 3000 ici sur YouTube et près de 2000 là sur Facebook. 1600, 1700. Donc environ 4000. Burkina Faso, bienvenue au pays des hommes intègres. Je salue le peuple burkinabé dans le continent et dans ses diasporas. J'ai voulu parler du Burkina aujourd'hui parce que depuis hier, il y a une nouvelle qui circulait selon laquelle les autorités burkinabées auraient officiellement demandé aux autorités françaises de retirer tous leurs effectifs militaires présents sur le sol burkinabé. Information selon laquelle les autorités burkinabées auraient dénoncé l'accord de 2018 qui permettait cette présence militaire. Information selon laquelle les autorités burkinabées auraient, conformément à cet accord, donné un mois partant du 18 janvier 2023 au 18 février 2023 aux forces françaises présentes sur le sol burkinabé pour quitter leur sol. Cette information a circulé hier. Elle a commencé par sortir sur le site de l'agence d'information du Burkina Faso, AIB. Elle a été réitérée sur la chaîne de télévision officielle burkinabé, RTB. Elle s'est diffusée sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas voulu tout de suite donner une conférence sur cette information, car j'attendais qu'une pièce, puisqu'on dit que l'administration est écrite, j'attendais qu'une pièce écrite de la décision des autorités burkinabées émerge enfin dans les canaux, dans les arcanes de l'information. Il se trouve qu'en ce dimanche, 22 janvier, deux événements se sont passés de manière presque concomitante. Et j'appelle cela les merveilles de l'histoire. Sur la chaîne LCI TV,
j'étais en train de suivre une interview délivrée par le président français Emmanuel Macron devant les journalistes, une conférence de presse, et le chancelier allemand, Olaf Scholz. Pendant cette interview, un journaliste français a posé au président français Emmanuel Macron la question de savoir ce qu'il pensait de la nouvelle qui court sur les réseaux sociaux et dans la presse depuis hier 21 janvier, selon laquelle le Burkina Faso aurait ordonné le départ des troupes françaises du Burkina. Le président français a dit qu'il n'avait pas eu encore de clarification d'une telle demande, qu'il attendait encore des clarifications d'une telle demande, parce qu'il n'avait pas eu des informations précises sur cette demande. C'est comme ça qu'a répondu aujourd'hui, ce soir du dimanche 22, janvier 2023, le président français Emmanuel Macron. Bon, j'étais assez curieux de savoir comment l'agence d'information du Burkina Faso, AIB, la radio-télévision burkinabé, RTB, peuvent relayer une information sans que cette information n'ait été transmise de manière matérielle et incontestable par les autorités burkinabées à leurs homologues françaises. J'étais curieux de comprendre cela lorsque, me rendant sur la page du célèbre investigateur ivoirien, Chris Yapi, je tombe sur le poteau rose. Chris Yapi venait instamment de publier, ni plus ni moins, que la note officielle du ministère burkinabé des Affaires étrangères au ministère français des Affaires étrangères. Cette note a été publiée ce soir. L'incroyable investigateur ivoirien est allé à la source et il a sorti la souche. Et je vais vous donner lecture. Parce que le président français dit qu'il n'a aucune nouvelle précise, qu'il ne sait pas exactement. Il parle d'une éventuelle demande de retrait. Il n'a pas encore eu de clarification. Il attend des clarifications. Il dit même que le président Traoré serait en déplacement à l'intérieur du pays. Et on attend qu'il revienne à Ouagadougou pour savoir de quoi il s'agit. Parce que apparemment, cette information, c'est une rumeur qui circule. C'est un peu comme cela que s'est comporté le président français. Mais quand je suis tombé sur le document officiel burkinabé, publié par Chris Yapi, c'est là que j'ai mesuré la chance que nous avons d'être aujourd'hui, nous, Africains dans le monde, immergés dans la recherche de la bonne information, délivrée des officines mainstream de la France-Afrique. Nous sommes désormais capables d'aller nous-mêmes pêcher notre poisson au lieu d'attendre que des pêcheurs le cherchent et nous le donnent tout frit à manger et même complètement écaillé et parfumé. Donc, la méthode que nous allons employer dans cette affaire, c'est que je vais donner lecture du document. Car ce document est officiel, il existe. Il est sorti, ce document. Je l'ai lu sur la page de Chris Yapi et par la suite, m'emparant de la chose pour informer l'Afrique des libertés, je l'ai moi aussi reproduit sur mes pages, notamment sur ma page Facebook Franklin Yamsi. Que dit le document? Que dit le document? Et à qui est-il adressé? J'ai publié le document ici. Je remonte simplement pour retrouver le document et vous lire goulûment ce qui est écrit. Et vous me direz si ce qui est écrit là doit être clarifié. Est-ce que c'est pas clair? C'est la question qu'on va se poser après. Voilà, hop. Je vais, hop, un peu agrandir. Voilà, hop. Je crois que je vais plutôt utiliser. Les caractères sont très petits sur l'ordinateur et ma myopie progresse. Je vais donc utiliser cette tablette pour vous donner lecture de ce courrier. Voilà, je suis sur la page. Très bien. Merci mes chers amis, ça devrait aller. J'y suis.
Je retrouve tout ça. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà, j'ai le courrier sous mes yeux. Je vais même me permettre de vous le montrer. Voilà, il est là. Voici le courrier officiel que je vais vous lire. Voici le courrier officiel que je vais vous lire. Vous avez vu? Vous avez vu le cachet du Burkina Faso? Ok, maintenant je vous lis ça. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Burkina Faso, unité, progrès, justice. Courrier numéro 2023-025 MAE CRBE-CAB. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française et a l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit. Le 17 décembre 2018, le gouvernement du Burkina Faso a conclu avec le gouvernement de la République française un accord relatif au statut des éléments des forces armées françaises intervenant au Burkina Faso pour la sécurité du Sahel. Antérieurement à cela, l'accord entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République française relatif au détachement de militaires français au Burkina Faso pour la sécurité du Sahel signé à Ouagadougou le 9 janvier 2015 et donc copie ci-joint, constituait l'outil juridique régissant la coopération militaire entre les deux États, entre parenthèses Burkina Faso et la République française. Au terme de l'article 16.3 de l'accord en vigueur, signé le 17 décembre 2018, donc copie ci-joint, il est stipulé que, citation, « Chaque partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. » Notification écrite. Cette dénonciation prend effet 1 mois après réception de la notification écrite à l'autre partie. Fin de citation. Le gouvernement du Burkina Faso vient par la présente dénoncer et mettre fin dans son entièreté à l'accord ci-dessus évoqué. Au regard du délai de préavis d'1 mois imposé par le dit accord en cas de sa dénonciation, le ministère des Affaires étrangères burkinabé apprécierait qu'une diligence particulière soit accordée à la présente des réceptions. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso remercie le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Ouagadougou, le 18 janvier 2023, ministère de l'Europe, adressé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères basé à Paris, cacheté. Bon, je ne sais pas. Vous avez entendu. Maintenant, vous allez écouter. Bon, le premier paragraphe, est-ce qu'il y a une information importante? Oui. L'information importante, c'est que le ministère burkinabé des Affaires étrangères a bel et bien écrit une lettre au ministère français des Affaires étrangères. Deuxième paragraphe. Est-ce qu'il y a une information importante? Oui. C'est qu'il y a un accord qui existait depuis le 17 décembre 2018 entre le Burkina et la France à propos des éléments de l'armée française stationnant sur le sol burkinabé. Le troisième paragraphe, quelle information importante il y a? Il y a l'information qu'avant l'accord de 2018, il y avait un accord de 2015 qui était la base de la coopération militaire entre les deux États. Eh bien, maintenant, on passe au quatrième paragraphe. Le quatrième paragraphe cite l'article 16 et le point 3 de l'accord en vigueur, l'accord du 17 décembre 2018, qui dit que chaque partie peut dénoncer. C'est-à-dire qu'il est prévu dans l'accord que chaque partie, la France ou le Burkina, peuvent dénoncer cet accord. Comment la dénonciation se fait-elle? Est-ce qu'elle se fait par coup de téléphone? Est-ce que le président, je ne sais pas, burkinabé, prend son téléphone rouge et appelle son collègue français pour lui dire « je dénonce » Ou est-ce que le président français prend son téléphone rouge pour appeler le président burkinabé pour lui dire « je dénonce » Non, ce n'est pas ce qui est prévu dans l'accord. Ce n'est pas une affaire de téléphone. C'est une affaire écrite. Parce qu'il est dit que la dénonciation se fait par le biais d'une notification écrite. Notification écrite. Ça là, c'est un écrit, n'est-ce pas?
une notification écrite. Donc, il n'y a pas de conversation téléphonique dessus. Si l'une des parties, l'État français, le gouvernement français ou le gouvernement burkinabé écrit la lettre pour dire « je dénonce l'accord », c'est valable. Car la seule manière de dénoncer l'accord, c'est une notification écrite. Et on apprend toujours dans le paragraphe 4 que l'application de la dénonciation doit avoir lieu 1 mois après réception de la notification écrite. Comme la notification écrite a été faite le 18 janvier 2023, c'est-à-dire que le courrier que voici a été envoyé aux autorités françaises, soit à travers l'ambassade, soit directement au ministère des Affaires étrangères français, il s'ensuit que l'entrée en vigueur de la dénonciation, on peut l'imaginer à partir du 18 février 2023, puisqu'il y a un délai d'1 mois qui est prévu dans l'accord. Voilà pourquoi le paragraphe 5 est extrêmement important. Il est écrit en une seule ligne, c'est une seule phrase. Il est écrit en 2 lignes et en une seule phrase, le paragraphe 5. Il n'est pas ambigu. Il n'y a rien qui mérite d'être clarifié dedans. Il dit ceci. Le gouvernement du Burkina Faso vient par la présente dénoncer et mettre fin dans son entièreté à l'accord ci-dessus évoqué. Donc l'accord qui régissait la présence des soldats français sur le sol burkinabé est dénoncé. Et dès lors qu'il est dénoncé par une notification écrite, conformément à l'article 16, alinéa 3, l'application de cette dénonciation commence 1 mois après la notification, c'est-à-dire à partir du 18 février 2023. Mais je dis, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mes chers amis, vous êtes déjà pratiquement, vous êtes plus de 5000 personnes maintenant en direct. 3120 pratiquement, donc, ou 3137 sur YouTube, et vous êtes 1852 sur... vous êtes 1152 pratiquement. Non, vous êtes 1889 sur Facebook. Donc, on est vraiment ici pratiquement plus de 5000 personnes. Est-ce que c'est clair? Bon, si c'est clair, est-ce que ça doit être clarifié? Je recommence. Si c'est clair, est-ce que ça doit être clarifié? Est-ce qu'il faut d'autres clarifications? Si on se réfère à l'accord et à l'article 16.3, est-ce que ça doit être clarifié? Est-ce que le paragraphe 5 est flou? Je relis. Le gouvernement du Burkina vient par la présente dénoncer et mettre fin dans son entièreté à l'accord ci-dessous évoqué. En français facile, ça veut dire, conformément à ce sur quoi nous nous étions entendus, prenez 1 mois pour quitter, enlevez vos militaires de notre sol. Partez pacifiquement, gentiment, comme ça avait été prévu dans l'accord. C'est ce que le Burkina dit. Donc l'avant-dernier paragraphe dit, au regard du délai de préavis d'1 mois, donc il y a un préavis là, d'1 mois imposé par le dit accord, en cas de sa dénonciation, le ministère des Affaires étrangères apprécierait qu'une diligence particulière soit accordée à la présence des réceptions. C'est-à-dire que le Burkina Faso dit à la France de faire vite. Le mot diligence renvoie à la vitesse. Il faut bien utiliser les 1 mois qui vous sont donnés. Le Burkina veut que la loi qui a été mutuellement mise en place avec la France soit entièrement respectée. Voilà pourquoi il signale à son partenaire français de respecter toute la loi. Donc de respecter l'article 16.3 de l'accord du 17 décembre 2018. Vous comprenez? Donc dans l'avant-dernier paragraphe, le Burkina exhorte la France à être dans les délais, à agir sans délai. Pour utiliser la métaphore du célèbre chameau ayant renoncé à notre terre africaine de Sindou pour troubler la tranquillité de tous les Africains. Le dernier paragraphe est un paragraphe purement protocolaire. C'est un paragraphe dans lequel la partie burkinabé utilise les formules de politesse dont les diplomates sont experts. Voilà. Donc, une fois que vous avez pris connaissance de ceci, quelle est la question que vous vous posez? Quelle est la question que vous vous posez? Pour moi, il y a 2 questions. Première question que je me pose, mais pourquoi le président Macron, qui nécessairement, depuis le 18 janvier, c'est-à-dire depuis mercredi, est au courant de ce courrier, puisqu'il a été envoyé à son gouvernement, pourquoi il fait semblant de ne pas être au courant? C'est inquiétant. Il faut que
les relations franco-africaines soient des relations pacifiques. Pour cela, lorsqu'un État souverain a pris une décision, l'autre doit la respecter. Donc, je trouve curieux que ce soir, il ait fait semblant de ne pas être au courant. Ce qui me rappelle des tergiversations pareilles dans d'autres pays où les gouvernements, légaux, légitimes, ont pris des décisions et ont dû faire face à une espèce de tentative de ne pas respecter ces décisions de la part de la partie française. Ça, c'est le premier point. Mais la deuxième question, la plus importante, c'est mais pourquoi le Burkina Faso, à son tour, demande à l'armée française de quitter son sol? Pourquoi? Je répète 3 raisons pour lesquelles le Burkina Faso le demande. D'abord, il y a une raison historique. Tous les peuples africains ne veulent plus de la présence des troupes des anciennes puissances coloniales et négrières sur leur sol. Écrivez ça. C'est une revendication partagée par l'écrasante majorité des peuples africains. L'écrasante majorité des peuples africains ne veut plus de la présence des armées coloniales sur leur sol. Que vous alliez en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord ou en Afrique australe, les Africaines et les Africains ne veulent plus de l'occupation militaire occidentale. Ils ne veulent plus de l'occupation militaire étrangère. Cela a trop duré et cela date au moins du XVIe siècle. Ça fait 6 siècles qu'on en bave et on en a marre. Ça, c'est la raison historique. Les peuples africains aspirent à la rupture historique avec la tutelle militaire de l'Occident. La tutelle militaire de qui que ce soit. La coopération militaire, par exemple, russo-africaine, n'est pas une coopération de tutelle. La Russie n'a pas vocation à imposer sa langue, à imposer sa monnaie et à choisir les dirigeants africains à la place des Africains. Non. Les Africains ne veulent pas passer d'une colonisation à une autre. Ils ne veulent plus de colons. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison. Je vais appeler cette raison-là une raison, on va dire, factuelle, qui a rapport avec le bilan. L'armée française s'était installée en 2018 au Burkina pour aider l'État burkinabé à combattre le terrorisme. Quand elle s'est installée pour aider, faisons un bilan ne serait-ce que de 2018 à 2023, ça fait 5 ans. Quelle est la situation? La situation de l'invasion terroriste au Burkina en 2018 est moins grave que la situation de l'invasion terroriste maintenant, en 2023, au Burkina. Autrement dit, l'armée française a échoué à vaincre aux côtés de l'armée burkinabé les terroristes qui attaquent le pays. Donc, la deuxième raison est toute simple. L'échec de la lutte antiterroriste dans le cadre de l'alliance franco-burkinabé. C'est un échec flagrant. C'est un échec affligeant. C'est un échec choquant. Et cet échec à lui tout seul exige que les cartes soient remises à plat. Donc la deuxième raison, c'est ça. Si les Burkinabés demandent à l'armée française de partir, ce n'est pas simplement le solde du passé colonial, ça c'est vrai, c'est aussi le solde de l'échec de la lutte antiterroriste ensemble. Maintenant, on passe à la troisième raison. Il y a une troisième raison. C'est une raison géopolitique et géostratégique majeure, qui d'ailleurs explique l'échec de la lutte antiterroriste. C'est que au Burkina Faso, comme dans toute l'Afrique, se pose désormais très clairement une question fondamentale. Comment pouvons-nous combattre les terroristes en nous associant avec les puissances qui ont agi de concert avec les terroristes pour détruire la Libye et assassiner Kadhafi? Je recommence cette question. C'est une question qui est transversale à tous les peuples africains attaqués par les terroristes aujourd'hui. Elle est valable pour le Tchad, le Cameroun, le Centrafrique. Elle est valable pour le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Elle est valable pour le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal. Elle est valable pour tous les pays africains aujourd'hui. En proie au terrorisme. Peut-on efficacement combattre les terroristes en s'associant avec les puissances qui, précisément, en association avec ces terroristes, ont détruit la Libye et assassiné Muammar el-Kadhafi? Pendant longtemps, certains gouvernements africains ont persisté à répondre oui, parce qu'ils dissociaient la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi de la déstabilisation du Sahel.
Et tous les gouvernements qui ont répondu oui à cette question n'ont jamais vaincu le terrorisme. D'autant plus que, pendant qu'ils essayaient de combattre le terrorisme avec les puissances de l'OTAN, qui pourtant l'ont installé en tuant Kadhafi et en déstabilisant tout le Sahel, tous les États africains se sont rendus compte que le terrorisme s'incrustait, se stabilisait, se normalisait dans leur sol. En fait, quelque part, tout s'est passé comme si on avait savamment préparé une Afrique qui vivrait en permanence sous la menace terroriste. Les gouvernants africains ont constaté que la conditionnalité de l'aide à la lutte antiterroriste revenait souvent dans les négociations commerciales avec les puissances occidentales. On leur disait, si vous voulez qu'on vous aide à combattre les terroristes, alors donnez-nous tel contrat, alors donnez-nous tel marché, alors garantissez-nous telle matière première. Les Africains ont compris qu'en réalité, la variable terroriste était un moyen de contrainte, un moyen de chantage pour obtenir la soumission économique permanente, la soumission politique permanente, la soumission géopolitique et géostratégique permanente de l'Afrique. Et puis, il y a eu les déclarations des dirigeants occidentaux eux-mêmes, qui ont, en plus de leur pratique, des actes d'association avec les terroristes, qui ont éveillé la conscience critique des Africains. Prenons, les propos tenus par l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en présence du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a témoigné. Sergueï Lavrov a dit ceci. Lorsqu'en 2013, la France a voulu intervenir au Mali pour stopper ce qu'on appelait à l'époque les terroristes, avant de découvrir que on appelait à l'époque les djihadistes, avant de découvrir qu'en fait ce sont des terroristes envoyés par les impérialistes. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères sous François Hollande, s'est adressé à son homologue russe, Lavrov, en lui demandant que la Russie ne s'oppose pas à l'intervention française, justement, au Mali. La Russie a dit qu'elle ne s'y opposait pas. Mais Lavrov a ajouté une question à Fabius. Et c'est Lavrov qui l'a rapporté en cette année passée, 2022, que Lavrov a témoigné. Il a demandé à Laurent Fabius, mon cher Laurent, vous vous apprêtez à combattre maintenant au Mali des terroristes que vous avez armés en Libye. Et la réponse de Laurent Fabius est célèbre. Fabius a dit, et c'est Lavrov qui le rapporte, c'est la vie. Les Africains ont entendu ça. Les Africains ont entendu. Ce qui s'est passé lorsque l'armée française est venue intervenir au Mali. Et lorsque, d'abord forçant la main au Mali, elle est descendue au sol avec 4500 hommes. Alors que le 9 janvier, le courrier de Dioncounda demandait uniquement, il était président par intérim du Mali, un appui-feu aérien et une aide en renseignement. Mais les Maliens ont tiqué quand leur armée de terre, aidée par la France, ayant reconquis Gao et Tombouctou, voulait monter pour parachever, boucler la reconquête de leur territoire national sur Kidal, et lorsqu'elle en a été empêchée physiquement, arme au poing, par l'armée française. C'est alors là que les Maliens ont compris que la division du Mali, la partition du Mali, et que les terroristes servaient de moyens pour contenir la volonté de souveraineté, de liberté, de prospérité et de décision des peuples africains. Plusieurs autres exemples de situations où l'ambiguïté des puissances étrangères s'est avérée, se sont montrés. Notamment, leur attitude envers les demandes en dotation d'armes des Africains. La lenteur avec laquelle, les difficultés que les Africains, francophones notamment, détenteurs du CFA, ont eu à s'approvisionner en armes sur le marché international des armes, leur ont montré qu'on ne voulait pas qu'ils soient capables de vaincre les terroristes. Voilà autant de faits qui ont brisé la doctrine de la bonne foi, de la sincérité, de la contribution des puissances occidentales à la lutte antiterroriste au Sahel et en Afrique. Les Africains n'y croient plus. Ce n'est pas la peine de nous torturer, de nous persécuter, de nous traquer. Ce n'est pas la peine de chercher à nous frapper. Ce n'est pas la peine de chercher à faire du tort parce que nous professons cette évidence. Les Africains ne croient pas que ceux qui ont tué Kadhafi, parce que Kadhafi voulait créer une monnaie or continentale, ceux qui ont tué Kadhafi, parce que Kadhafi risquait de délivrer l'Afrique de la suprématie du dollar et de l'euro, comme l'ont révélé les mails de Mme Hillary Clinton, les Africains ne croient pas que ceux qui ont fait ça
soient sincèrement des partenaires fiables pour déloger ceux avec qui ils ont détruit la Libye. Voilà pourquoi la nouvelle doctrine de l'Afrique, en la matière, la nouvelle doctrine de l'Afrique est très claire. En la matière, la nouvelle doctrine de l'Afrique est très claire. Excusez-moi, je vais mettre un peu d'énergie sur une de mes machines qui risque de se couper. La nouvelle doctrine africaine est très claire. On va combattre les terroristes, mais sans s'appuyer sur des puissances qui ont facilité leur présence chez nous. Voilà la doctrine. Et cette doctrine a été hautement et courageusement définie au Mali. C'est cette doctrine qui a été reprise au Burkina. Et c'est elle qui va s'imposer, je le crois, partout. Elle va s'imposer au Niger, que Bazoum le veuille ou non. Elle va s'imposer partout où les Africains sont confrontés au terrorisme. Ils sont obligés de sortir de leur dépendance envers les puissances qui ont détruit la Libye et déstabilisé le Sahel pour construire des alliances souveraines, des alliances qui ne soient pas sous contrôle de ces puissances et bouter les terroristes hors d'Afrique. C'est dans le cadre de ce processus que le Burkina a décidé. Et la décision du Burkina est claire. C'est celle que n'a pas prise Kaboré. C'est celle que n'a pas prise Damiba. Et c'est pour cela qu'ils sont tombés. Le capitaine Ibrahim Traoré, en prenant cette décision, montre très clairement qu'il se connecte vraiment à la dynamique sankariste, à la dynamique émancipatrice, à l'idéologie panafricaniste multiséculaire. C'est ce qu'il montre. Et par là, il clarifie le jeu politique, le jeu géopolitique, le jeu géostratégique burkinabé et ouest-africain. Une alliance forte va donc apparaître entre le Mali et le Burkina Faso dans ces conditions de clarification. Et je vous donne une preuve que cette alliance va être forte. Les 60 femmes récemment enlevées par les terroristes ont été libérées grâce à une opération conjointe des armées burkinabées et maliennes. C'est très bon signe. Là où il n'y a plus en réalité de puissance qui, d'une certaine façon, interfère, exploite et essaye de fragiliser les Africains pour les maintenir dans la dépendance à l'aide au développement, dans la dépendance au CFA, dans la dépendance à la tutelle néocoloniale. Partout où ce n'est plus possible, des synergies efficaces entre les Africains apparaissent, comme celle qui a permis la libération des 60 femmes, par le concours avec l'armée burkinabé de l'armée malienne. Nous saluons les deux armées africaines qui maintenant sont en train d'être dans des conditions de pleine coopération mutuelle maximale pour prendre en étau les criminels terroristes financés par l'impérialisme, armés par l'impérialisme, qui sont chargés de déstabiliser l'Afrique pour forcer les gouvernements africains à brader sans cesse leurs richesses naturelles pour les impérialistes. Voilà les raisons. Voilà les choses dites, je l'espère, de la manière la plus claire possible. Et je pense que cela n'a besoin d'aucune clarification. La lettre officielle du Burkina Faso est là. Cette lettre respecte ce que prévoyait l'accord de décembre 2018, l'accord franco-burkinabé. Et le gouvernement burkinabé a appliqué la lettre. Nul besoin dans cette affaire d'appeler le chameau ou de prendre le chameau au téléphone. Maintenant, le téléphone rouge du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, n'arrête pas de sonner. Il n'arrête pas de sonner, d'autant plus qu'on avait tenté de le tromper en envoyant il y a une semaine de cela un certain Oumaro Sissoko Embalo pour le maintenir dans le giron de la fausse solution, de la pseudo-solution. Le président de la CEDEAO était venu en grande pompe à Ouaga et il avait perdu toute une journée au président du Faso à lui raconter des bonimenteries, des fadaises, des propos hallucinants à propos des conditions de la lutte contre le terrorisme. Embalo était remonté dans son avion et était reparti croyant que ces mensonges avaient filtré dans le cerveau des Burkinabés. Heureusement que non. Ils l'ont entendu, mais d'une oreille bien sourde, car ils ont bien compris que sans une stratégie de lutte souveraine contre les terroristes, point de victoire. Donc, le téléphone rouge du président Traoré n'arrête pas de sonner, mais il est occupé à défendre son peuple et il ne décroche pas. Selon les nouvelles qui me parviennent, le monde entier est sur son téléphone. Ça n'arrête pas. Cring, 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 cring. Le président Traoré, lui, il n'est même plus à côté de son téléphone. Il est concentré sur son action en faveur de son peuple
et il ne prend pas inutilement les gens au téléphone, car pour lui, ce qui est dit est dit. Car pour lui, ce qui est dit est dit. Car pour lui, ce qui est dit est dit. Donc, il n'a pas besoin, à notre avis. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai dit, il n'y a pas besoin de clarification. Comme le dirait, eh bien, le célèbre et très humoriste savant du Congo, Eddie Malou, c'est clair. Là, c'est clair. C'est très clair. Hein? J'aime bien les vidéos humoristiques de Eddie Malou. Il y en a une où il utilise sa fameuse formule, c'est clair. Hein? Après avoir parlé de la congo-lexicoticarmagisation, Eddie Malou dit, c'est clair. Quand il injecte des nouveaux concepts comme l'uposmie, il dit, c'est clair. Mais Eddie Malou, lui, il n'est vraiment pas clair. Par contre, la lettre du Burkina Faso, là, il n'y a pas français plus clair que ça. Hein. Moi qui ai appris français là jusqu'à doctorat, là, j'ai même enseigné ça à des générations. Voilà, le français de la lettre là est trop clair. Tout ce qu'on peut faire, c'est traduire ça en latin s'ils veulent comprendre des langues anciennes, hein, les langues qui précédaient le français. Sinon, c'est clair. Surtout le paragraphe 5. Le paragraphe 5, c'est une phrase. Une phrase. Alors, je ne vais pas conclure cette conférence sans saluer une dame qui monte. La ministre burkinabé des Affaires étrangères, si je ne me trompe, elle s'appelle Olivia Ragnanyewende Rwamba. Madame Olivia Ragnanyewende Rwamba. Madame, chère sœur bien-aimée, l'Afrique des libertés, je crois qu'elle m'autorise à vous saluer en ôtant mon chapeau. Parce que vous êtes en train de constituer un nouveau trio magique des plus grands ministres des Affaires étrangères d'Afrique. Avec votre sœur bien-aimée, Madame Sylvie Baipo-Témon du Centrafrique, et votre frère bien-aimé, eh bien, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Ça nous fait chaud au cœur. Nous ouvrons le championnat des grands ministres des Affaires étrangères. Nous demandons à tous les ministres des Affaires étrangères africains de s'inspirer, eh bien, de vous. De s'inspirer, eh bien, de Sylvie Baipo-Témon. De s'inspirer de vous, Madame Ragnanyewende Rwamba, notre sœur bien-aimée. De s'inspirer de vous, mon frère, eh bien, le grand ambassadeur, ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, qui a délivré ces derniers temps une belle allocution sur la diplomatie culturelle dans la belle ville africaine de Ségou. Une allocution que je vous invite à lire et à méditer sur les pages du MAESI, ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Mali. Mission accomplie. Vous étiez pratiquement 5500 à suivre cette conférence. J'espère que vous êtes autant à l'avoir partagée. Nous avons fait le tour d'horizon du 22 janvier 2023 de l'Afrique des libertés. Nous avons parlé de la tragédie camerounaise, à la mémoire de notre jeune frère, notre fils bien-aimé, Martinez Zogo, lâchement assassiné par l'une des ailes du clan Biya au pouvoir au Cameroun. Vous avez entendu notre analyse de l'actualité sénégalaise avec les menaces que Macky Sall fait peser sur le destin national du Sénégal. Vous avez entendu notre analyse de la communication politique, de la dénonciation claire de l'accord de décembre 2018 par le Burkina Faso, qui met ainsi un terme à l'occupation militaire française du sol du pays de Thomas Sankara, de la terre des Moro-Naba. Oui, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. De telles bonnes nouvelles viendront pour d'autres pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger, le Tchad. C'est le rouleau compresseur irréversible de l'Afrique des libertés qui est lancé. Nous avons confiance qu'en continuant d'expliquer, de faire comprendre, en continuant de partager, en continuant de galvaniser, en continuant d'éclairer, nous allons obtenir une Afrique bien meilleure que celle qui nous a été transmise par nos parents. Faso, c'est à toi de finir. Soyez bénis, mes amis.
L'enfant qui n'est se, Kadou Kemela Yorosa, Katla Kabuli Katulum. Al Denju qui n'est se, Kamoro Kemela Yorosa, Katla Kabuli Katulum. Al Sumbara qui n'est se, Katla Kabuli Katulum. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une fin excellente de dimanche et une bonne semaine, commençant demain lundi 23 janvier 2023, partout dans le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Restons connectés pour une semaine remplie. Vive le peuple burkinabé, vive le peuple sénégalais, vive le peuple camerounais, vive les peuples africains. Longue vie à chacune et à chacun d'entre vous, mes amis. Soyez bénis en vos demeures. Soyez bénis. Que nos ancêtres angélisés intercède auprès du Tout-Puissant pour que tous ensemble, nous voyions sa gloire s'accomplir pendant nos vies, ici-bas, et plus tard au-delà. Paix à l'âme de notre fils, paix à l'âme de notre fils, Martinez Zogo, paix à l'âme de tous les Africains assassinés par les despotes, paix aux âmes africaines en souffrance, paix aux âmes des peuples africains sacrifiés. L'heure de la relève a sonné. Vous entendez Dunia, chantée par mon ami Faso Ouattara. Et la chanson est sur YouTube, sous le titre Les lundis du calife, par Faso Ouattara. Bonne année à toi, mon ami Faso Ouattara. Un bon Ouattara. Rien à voir avec l'autre, qui n'arrête pas de sonner sur le téléphone rouge du capitaine Ibrahim Traoré. Mais il ne décroche pas, hein. Mais Ibrahim est bizarre. Je l'appelle depuis le matin, là. Il ne veut pas décrocher. Hein, Dominique? Il ne décroche pas. C'est écrit. Ce qui est dit est dit. Merci à tous. Bonne nuit.